tous et bienvenue sur Hebdo Foot, la chaîne qui raconte l'actualité du foot une fois par semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 18 d'Hebdo Foot, donc de la semaine du lundi 8 octobre au lundi 8 octobre, du lundi 8 novembre au lundi 15 novembre. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos sur l'actualité footballistique. Et tout de suite, générique. Au sommaire, aujourd'hui, on parlera de l'équipe de France sans diffuseur pour la Coupe du Monde 2022. Donc des éventualités, des prix, de qui pourrait les diffuser, les débriefs de France-Kazakhstan, les notes, les 8 buts, les infotransferts avec des belles nouveautés. Et bien sûr, on ne rattrape pas notre journée de retard pour les 5 grands championnats. On la rattrapera dans le prochain épisode, donc on fera 2 jours. Comme vous le voyez, il y a écrit que c'est une nouvelle qui a eu le mérite d'étonner et d'interloquer en début de semaine. Alors, donc j'ai cet article depuis pas mal de temps. Vu que c'est pas une news, je me suis dit je vais la garder le jour où j'ai pas trop d'idées de sujet. Mais il fallait pas que ça soit trop loin pour que ça soit trop décalé. Donc j'ai décidé de vous le faire. Donc c'est écrit en début de semaine, mais c'était déjà il y a 2-3 semaines. Donc les Bleus sans diffuseur, panique à la FFF. C'est une nouvelle qui a eu le mérite d'étonner et d'interloquer en début de semaine. On a appris l'échec de l'appel d'offres de la Fédération de football pour les droits de diffusion des matchs des Bleus sur la période 2022-2028. Aucun diffuseur, y compris TF1 et M6, n'a réussi à se mettre d'accord avec la fédération et celle-ci se retrouve pour l'instant privée de télévision. Comment expliquer cette bizarrerie médiatique et économique? On a beau être champion du monde en titre et récent vainqueur de la Ligue des Nations, on n'en attire pas plus les diffuseurs. À l'heure actuelle, après la fin du second tour de l'appel d'offres des droits de diffusion des matchs de l'équipe de France, le prix de réserve n'a pas été atteint et la Fédé a été incapable de s'entendre avec le moindre chaîne de télévision. Alors que lors de la période précédente, 2016-2022, les droits étaient partagés entre TF1 et M6 pour une somme fixée autour de 3,5 millions d'euros par rencontre, hors Coupe du Monde et Coupe d'Europe. Aucun des deux médias n'a été prêt à mettre autant pour la prochaine période et la Fédé n'a reçu des propositions qu'à hauteur de 2,5 millions d'euros. Donc c'est bien sûr pas assez. Comment expliquer une telle chute ? Aussi, comment expliquer une telle chute? Comment comprendre que les matchs des Bleus vaudraient 1 million d'euros de moins? Le jeu ou le marché? Donc une partie de l'opinion publique met en avant le jeu proposé, l'ennui qui pourrait s'imposer dans l'esprit des téléspectateurs, le manque d'intérêt pour les matchs amicaux, les matchs de qualification ou la Ligue des Nations. Donc c'est vrai, moi aussi je trouve que le jeu de l'équipe de France est de moins en moins intéressant, je ne sais pas vous. Donc ça pourrait être une éventualité, mais moi je pense pas que c'est pour ça. Donc pourquoi vouloir payer autant alors que l'équipe de France ne propose rien d'attrayant, ne présente aucun fond de jeu et n'inspire aucun engouement? Des spécialistes en sport business affirment à l'inverse que c'est conjoncturel, que la Fédé ne fait que subir la situation globalement baissière des droits TV ou après la faillite de Mediapro et la crise économique post-Covid. Les principaux diffuseurs et chaînes de télévision se retrouvent peu friands en matière d'investissement sportif. Donc c'est peut-être trop cher, Mediapro, les crises, mais quand même c'est pas des chaînes de TF1 qui sont quand même bien ancrées depuis de longues années sur la télévision, qui vont faire faillite aussitôt. C'est pas grand chose pour ces chaînes, 3,5 millions pour 6 ans. Donc, et aussi on est d'accord, mais on parle quand même de l'équipe de France de football. Elle a toujours engendré beaucoup d'audience, entre 4 et 7 millions de téléspectateurs, selon la programmation et le prestige de la rencontre, avec des recettes publicitaires pouvant monter jusqu'à 1500
150 000 euros pour les 30 secondes de réclame. Le match face à la Finlande le 7 septembre dernier, remporté 2-0, avait notamment réuni 6,9 millions de téléspectateurs. On ne peut pas dire que cela soit peu. La faute au futur monstre TF1 M6, oui, donc je vais pas en parler longtemps, mais depuis 1 an et demi, on parle d'une association entre TF1 et M6. Donc l'explication serait alors à trouver côté coulisses. Depuis quelques mois se trame une révolution dans le cercle très restreint des médias. TF1 et M6 préparent en effet une fusion en vue de constituer l'un des plus grands groupes audiovisuels d'Europe, trustant plus de 70% du marché publicitaire. Autrement dit, on est en train de créer un monstre. Et ce monstre réunit précisément les 2 diffuseurs des matchs de l'équipe de France. Il est donc logique d'imaginer qu'une entente, même officieuse, ait pu être passée entre les 2 acteurs dans le but de s'entendre sur le prix et ne pas surenchérir face à la proposition l'un de l'autre, parfaitement interdit, direz-vous. Mais l'autorité de la concurrence veille au grain et condamnerait tout trafic d'influence ou entente illicite, sauf que, autre élément à prendre en considération selon une information donnée par le quotidien économique Les Échos, les dirigeants de l'autorité de la concurrence seraient poussés vers la sortie par le pouvoir politique car ils s'opposeraient à la fusion TF1-M6. Comment contrôler et sanctionner si on lâche autant de lest pour favoriser et soutenir cette union ? Et les autres, mais il n'y a pas que TF1 et M6 pour diffuser les Bleus après tout. Pourquoi on ne s'arrêterait que sur eux ? Tout d'abord, il faut rappeler que depuis 2004 et le décret sur les événements sportifs d'importance majeure, les matchs de l'équipe de France de football doivent obligatoirement être diffusés en clair. Aucune chaîne ou plateforme à péage comme Canal+, Beansport, RMC Sport, Amazon ou Netflix ne peut accaparer les droits. Il me semble aussi que si Canal+, Beansport, qui ont des fois des heures en clair, mettrait les heures de match en clair, il est quand même interdit pour eux de les avoir, il me semble. Ainsi, il ne reste que les acteurs à la TNT. Donc toutes les chaînes, il y en a beaucoup à la TNT, pour candidater auprès de la FFF. Et là, on se retrouve sur un marché concurrent. Il y a beaucoup de chaînes TNT, mais à part France Télévisions, peu de chaînes peuvent payer aussi cher pour les matchs de l'équipe de France. On avait vu il y a quelques années un match payé par Beansport. Mais voilà. Donc France Télévisions, on va en reparler là plus précisément. France Télévisions pourrait se positionner, mais elle a des fonds limités et préfère miser sur les droits de Roland Garros, du Tour de France ou des Jeux Olympiques, qui bien sûr sont des trucs que personne ne les concurrence, donc beaucoup d'audience sûre. Quant aux autres, C8 ne peut pas y aller car elle est détenue par le groupe Canal+, et lors de l'achat par la chaîne cryptée, le CSA avait cloisonné l'acquisition de programmes afin d'éviter toute forme de concurrence déloyale. Idem du côté d'RMC avec ses chaînes RMC Story et RMC Découverte. Enfin, il reste la chaîne de l'équipe du groupe Amaury, mais ses liquidités sont bien trop faibles pour ambitionner débourser 3,9 millions d'euros par rencontre. Donc oui, tout à l'heure j'ai dit pour 6 ans, mais c'est 3,5 millions d'euros par rencontre. L'équipe qui, pour la Ligue des Champions, n'a même pas les images. Ils ont réussi à avoir la Ligue 2 cette année. Donc voilà, donc c'est évident, on ne pouvait que s'attendre à l'échec de l'appel d'offres et à la baisse de la valeur des droits. Sans effort concurrentiel, pas de valorisation et de croissance, la FFF va devoir s'y faire avec l'obligation de diffuser les matchs en clair. Le prix va forcément baisser, sauf si... Et non, il n'y aura pas de... Passons maintenant au débrief de France-Kazakhstan. Donc la compo, la plupart des gens ont dû la voir, mais on va... Donc pas la peine de la redire. On va décrire les 8 buts. Donc le premier but, c'est Benzema qui sert dans la profondeur Théo Hernandez. Le latéral gauche du Milan AC plonge dans le dos de la défense, lève la tête et remet immédiatement le ballon en retrait pour Mbappé, qui met son pied droit en opposition pour tromper le gardien adverse au premier poteau. 1-0 dès la 6e minute. Ensuite, pour le deuxième but, Loris joue rapidement de la main pour Koundé, qui voit Coman partir dans la profondeur. L'ailier du Bayern fait parler sa vitesse
pour devancer la sortie ratée du gardien adverse et centré pour Mbappé. Donc oui, le gardien qui a été sorti, mais bien sûr, il a tendu les mains. S'il tenait les mains, s'il touchait le ballon avec les mains, le gardien, c'était carton rouge. Donc dans tous les cas, l'équipe de France a été grande gagnante de cette sortie hasardeuse. Au point de pénalty, donc le Parisien ne rate pas l'occasion de doubler la mise à rater 2-0 à la 12e. Décalé par Rabiot, Koundé trouve une nouvelle fois Coman sur le côté droit. L'ailier du Bayern a tout le temps d'ajuster son centre qui trouve Mbappé dans la surface. La tête croisée de l'attaquant parisien ne laisse aucune chance à Pokatilov, battu sur sa droite 3-0 et triplé de Mbappé à la 32e. Donc après la mi-temps, Lucas Hernandez qui envoie un ballon dans la profondeur pour Théo Hernandez qui s'arrache pour le récupérer entre deux joueurs. Le Milanais se remet dans le sens du but et centre à ras de terre pour Benzema qui tend son pied pour marquer au premier poteau 4-0 à la 55e minute de jeu. Rabiot trouve Benzema qui se met face au but. L'attaquant du Real Madrid glisse le ballon dans l'espace pour Mbappé, parti à la limite du hors-jeu. Le Parisien se montre altruiste en remettant pour le merengue qui pousse le ballon dans les buts vides 5-0 à la 58e. Sur le côté droit, Griezmann, donc pour le 6e but, botte son corner dans la boîte à la réception. Rabiot qui s'envole dans la surface pour marquer d'une tête puissante sous la barre 6-0, 75e minute. À la 84e pour le 7e but servi par Mbappé, Griezmann est fauché dans la surface par Vassiliev. L'attaquant de l'Atlético se charge de frapper le coup de pied de réparation en marquant à mi-hauteur sur les côtés gauche du gardien. Dernier but dans l'axe, Diaby transperce la défense adverse et glisse le ballon pour Mbappé. L'attaquant parisien résiste au retour de ses adversaires pour tromper une 4e fois le gardien d'un tir croisé à ras de terre, donc à la 88e minute de jeu, 8-0. On va maintenant comparer les notes dans l'équipe et dans le Parisien. Donc Loris qui a eu 6 dans les deux journaux. Donc moi normalement j'ai rarement regardé les notes dans le Parisien. Là j'ai trouvé un article qui comparait les deux, donc ça va être assez sympa. Koundé qui a eu 6 dans les deux, pour l'instant aucun problème. Upamecano qui a eu 5 dans l'équipe et 6 dans le Parisien. Alors moi je sais Upamecano qui a pas eu beaucoup de soucis, donc on peut pas lui mettre une note étincelante, mais qui a pas fait d'erreur, qui a bien géré son match. Donc je mettrai bien 6 à Upamecano, comme dans le Parisien. Lucas Hernandez qui a eu 6, qui a eu 7 dans le Parisien. Là par contre, un match qui vaut quand même pas un match de Théo Hernandez, son frère. Donc je suis d'accord dans l'équipe pour le 6. Coman qui a eu 8 dans les deux, donc assez d'accord. Kanté 7 dans les deux, aussi d'accord. Rabiot 6 dans l'équipe, 7 dans le Parisien. Donc là pour l'instant je suis quand même plus d'accord avec le Parisien, parce que souvent quand on met un but ça vaut à peu près une note de plus 2. Donc Rabiot ne méritait pas 4, surtout que l'équipe a fait un bon match, donc plus d'accord avec le Parisien. Ça fait que pour l'instant 2-1 pour le Parisien, où je suis d'accord. Théo Hernandez qui a eu 7 dans les deux. Griezmann qui a eu 5-5 et 6 pour l'équipe. Donc oui, tout à l'heure pour Rabiot quand même, c'est pas un but qui compte beaucoup, donc sa note n'a pas été beaucoup augmentée. Pour Griezmann, je trouve qu'il a quand même fait un bon match, il a mis un péno, donc pour moi, là je suis d'accord avec l'équipe pour un 6. J'aurais même pu mettre 6,5 pour Griezmann. Donc Griezmann, donc 2-2 pour l'instant. Benzema qui a eu 8 dans l'équipe et 7 dans le Parisien. Je suis d'accord avec l'équipe qui mérite un bon 8. Et Mbappé qui a eu 10 ou 9. Je suis d'accord pour le 10. Donc ça fait 4-2 pour l'équipe. Je suis beaucoup plus d'accord là-dessus. Et voilà, je sens que c'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités. J'espère que ce sera peut-être au Paris Saint-Germain. Ce sera avec grand plaisir, ou peut-être que ce sera peut-être ailleurs pour un nouveau projet, mais je voudrais vous dire. Pour les infos transferts, donc c'est signé la légende milanaise Andriy
Shevchenko, donc désolé si je prononce mal, prend les rênes de Genoa jusqu'à en juin 2024. La légende liverpoolienne Steven Gerrard a quitté les Rangers pour rallier Aston Villa. Stevie G a signé pour 2 ans et demi. La Ligue 1 a prolongé son partenariat avec Uber Eats pour 2 saisons supplémentaires. Après avoir essuyé le refus d'Unai Emery, les nouveaux investisseurs de Newcastle ont finalement confié les clés du camion au jeune entraîneur anglais Eddie Howe, 43 ans. Xavi Hernandez, donc on en a déjà parlé dans le dernier, voilà, il y a un petit décalage à chaque fois. Donc on passe tout de suite aux rumeurs crédibles. Aussi, j'ai oublié que West Ham a vendu 27% de ses parts à l'homme d'affaires tchèque Daniel, je vous laisse trouver le nom de famille. Le Paris Saint-Germain s'est renseigné sur Nkunku. Donc un potentiel retour de Christopher Nkunku au Parc des Princes en vue de pallier le départ de Kylian Mbappé. De son côté, Man City aurait déjà entamé les démarches Bild. Il y a 10 jours, l'ailier de Leipzig avait ouvert la porte à un retour au PSG au micro de Téléfoot. Voilà. Le frère de Sergio Ramos, René, a démenti les rumeurs étant d'une résiliation de contrat unilatérale au PSG. Sergio Ramos ne compte pas prendre sa retraite ni rompre son contrat. Il n'a aucun doute concernant Sergio. C'est un souci physique, il jouera quand il le pourra. Pressenti favori pour devenir entraîneur du premier Norwich en Première Ligue, Frank Lampard a finalement retiré sa candidature. La pépite lyonnaise Maxence Catré, sous contrat jusqu'en 2023, a avoué que son avenir au sein de son club formateur était incertain. Je ne sais pas si je vais rester encore plusieurs années ou partir. Le club a déjà parlé avec mon entourage. Il y a eu des approches. Donc voilà, vous avez vu, je vous ai mis quelques photos de Nkunku. Voilà, il va en avoir quelques-unes. Libre de tout contrat, Dani Alves serait tout proche d'effectuer son retour dans l'effectif du RC Barcelone. Le nouveau coach catalan Xavi aurait validé la signature du vétéran de 38 ans. Vu que j'utilise donc leurs photos, je vous mets le nom bien sûr. OneFootball, je vous en ai déjà parlé dans l'épisode 1, n'hésitez pas à l'installer. Ils m'aident beaucoup pour ces vidéos, je retrouve pas mal de trucs. Donc voilà, c'est ici que je screen beaucoup d'articles, surtout les infotransferts, donc n'hésitez pas à l'installer. Le Real Madrid aurait aussi des vues sur le milieu défensif de Leicester, Wilfred Ndidi. Donc selon le journal, un journal local. Donc dans une interview rare, Harry Kane est revenu sur sa volonté de quitter Tottenham l'été dernier. Il y a eu beaucoup de spéculations, c'est la première fois que cela m'arrivait. Je pense que j'ai bien géré la situation. 500 l'intox, Newcastle aurait formulé une offre lucrative à Karim Benzema qu'il aurait décliné. L'attaquant des Bleus qui vient de prolonger son contrat au Real Madrid ne serait pas insensible au PSG. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc voilà, moi comme d'habitude, je prends du plaisir à vous les faire. Je vous le répète souvent, mais je suis archi motivée pour continuer à vous en faire de plus en plus. Pour l'instant, voilà, petite annonce, on va rester toute cette année jusqu'à la fin de la saison avec le concept d'Hebdo Foot. Peut-être que dans la saison 2, il y aura des nouveaux trucs qui vont changer, nouveaux designs. Je vous ferai une vidéo là-dessus si ça arrive. Mais voilà, pour l'instant, on gardera ces petits Hebdo Foot. Merci de les suivre, ils font de plus en plus de vues. J'ai de pas mal, je gagne à peu près un abonné toutes les 5 vidéos. Donc je suis vraiment content, merci beaucoup. On vise les 100K, les 100 abonnés avant la fin de l'année, donc enfin avant les 1 an de ma chaîne. Donc j'ai commencé, il me semble, la présentation de ma chaîne, elle était pendant les vacances d'été. Donc voilà, on vise au 1 an de la chaîne les 100 abonnés. J'espère qu'on les aura. Donc sur Hebdo Foot, on se retrouve mardi pour de nouvelles news. À bientôt.